On est tous tranquilles, matin. Ouais. Et moi, j'attends 8 heures. Ah, On est live, nous sommes live. OK. Merci, M. Bertium. On est 8 heures. Merci de tout le monde être là. J'aimerais ça avoir un proposeur puis un appuyeur pour ouvrir l'Assemblée. Monsieur Sarrazin, Monsieur Kirby, merci beaucoup. C'est ouvert. Des déclarations pécuniaires. Y en a-tu aucun? Non de démontrer, M. Prévost? OK. L'agenda, il y a 2 items. Official Plan Review puis un litige potentiel qu'on va dealer avec dans un huis clos. Y a-t-il d'autres choses à l'agenda? Pas rien d'autre chose, d'abord ça me prend un proposeur puis un appuyeur. Propose. OK, Monsieur Riopel et appuyé par M. Sarrazin. OK, tous d'accord? Adopté. Bon, Madame Dominique, 5.1, la révision du plan officiel. Bon, l'update du plan officiel. Bonjour, merci, Monsieur le Président. Donc, je vais passer un peu en revue. On vous a soumis un rapport avec pour cette réunion-ci. Donc, il y a 2 volets. En fait, la première, c'est juste de vous donner une mise à jour de l'avancée des travaux. Et la deuxième, c'est de décider d'une date de réunion spéciale. Donc, au niveau des prévisions de la croissance et de l'analyse des besoins en terrain, actuellement, les travaux avancent bien avec le consultant. Donc, on devrait avoir là, des données préliminaires d'ici la fin du mois. Donc, nous avons une rencontre de prévue le 4 octobre avec le consultant pour discuter de leurs résultats, en fait, là, avec l'information que nous avons donnée. Puis, le 25 octobre, nous avons une rencontre, le consultant, avec chacune des municipalités locales. Donc, au départ, pour présenter globalement les données pour les comtés unis au complet. Et ensuite, il va y avoir des rencontres spéciales entre chacune des municipalités pour discuter de leurs résultats. Mais c'est surtout pour obtenir de l'information qu'on n'aurait pas eu pour vraiment juste, dans le fond, peaufiner là, les résultats. Par exemple, s'il y a des secteurs qui ne peuvent pas être desservis ou bien s'il y a des endroits qui ne sont pas du tout développables, à ce moment-là, on va pouvoir l'identifier avec la municipalité, confirmer aussi la progression des chantiers de construction. Donc, on a eu les permis de construction là, jusqu'en 2020. Donc, on a déjà des données à ce niveau-là que le consultant se base sur ça. Mais c'est aussi de valider, est-ce qu'on voit qu'il y a certains secteurs que ça se développe encore plus rapidement que qu'est-ce qui était anticipé. Donc, c'est vraiment là, de regarder un portrait très précis des municipalités à la fin octobre. Pour qu'ensuite le consultant puisse préparer un rapport d'ébauche qui serait disponible là, vers la fin novembre, début décembre, pour être présenté au conseil à ce moment-là. Donc, l'autre composante de cette analyse-là que nous sommes à compléter d'ici 2 semaines à l'interne, c'est le potentiel de morcellement. Donc, ce projet-là avance bien. C'est un petit peu plus lent qu'on avait anticipé parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc, il y a une grande portion manuelle. On avait des chiffres au départ, puis on s'est rendu compte que on peut le raffiner encore plus pour avoir un meilleur outil, éventuellement même pour les municipalités. Là, c'est ce qu'on est en train de tester pour mieux cibler les endroits où est-ce qu'il n'y a pas de contraintes ou moins de contraintes au développement en milieu rural, par exemple. Donc, pour l'instant, ce qu'on prépare, c'est en fait 3 scénarios. Donc, c'est utiliser les politiques existantes du plan officiel actuellement. Donc, certaines municipalités ont des dates de 1996 et d'autres de 1999. Et certains, sauf la municipalité de East Hawkesbury, peuvent créer 2 nouveaux lots à partir de ces dates-là. East Hawkesbury, maintenant, c'est 3. Donc, on fait une analyse pour voir le potentiel de lots qui pourraient être créés de façon additionnelle basée sur ces années-là. Ensuite de ça, on garde encore les mêmes dates, 96, 99, mais là, on ajoute un lot additionnel pour tout le monde. Donc, la même chose que le potentiel existant actuellement pour East Hawkesbury. Donc, ça va nous donner d'autres chiffres
Et le dernier scénario, en fait, c'est d'utiliser la date de janvier 2021, qui est en fait la couche de base actuellement qu'on utilise au plan officiel pour prévoir, là, calculer les données démographiques et le potentiel de développement. Donc, ça va nous donner un éventail de possibilités qu'on pourra présenter à ce moment-là au comité, au conseil et avec le consultant en discuter des approches. Si par la suite, le conseil, le comité souhaite déterminer une autre date, 2010, 2015, à ce moment-là, on peut faire le travail. C'est juste que déterminer la couche de base au niveau là, du territoire, c'est un 3 à 4 semaines de travail. Donc, on ne trouvait pas pertinent de le faire juste pour le faire. Donc, actuellement, on a la base de 96-99 et la cartographie de janvier 2021. Donc, c'est plus facile, c'est plus rapide d'obtenir des résultats, mais c'est pas impossible de choisir d'autres dates et de faire le travail pour ça. Donc, ça va nous donner vraiment un éventail très large pour regarder c'est quoi les possibilités. Ensuite de ça, au niveau des révisions des politiques du plan officiel, on a déjà mentionné qu'on a des groupes de travail avec les municipalités locales sur la majorité des chapitres du plan officiel. Donc, ces groupes de travail ont débuté et ça avance bien. Donc, on a beaucoup de participation et d'idées à l'intérieur de ces comités-là. Donc, d'ici novembre, nous allons pouvoir proposer des politiques, essentiellement là, le sens des politiques à être modifié au niveau du plan officiel. Donc, le dernier point, c'est la réunion spéciale. Donc, selon la loi sur l'aménagement du territoire, ça prend une réunion spéciale pour, en fait, discuter des modifications qui seraient proposées, qui seraient nécessaires et proposées. Donc, l'objectif de cette rencontre-là, c'est vraiment pour plus officiellement débuter le processus au niveau public, essentiellement. Donc, la participation du public est permise lors de cette réunion-là. C'est la façon qu'on doit faire la publication de cette réunion-là, elle est plus complexe, elle est plus longue qu'une réunion ordinaire. Donc, ça prend 2 avis à 2 semaines de distance au moins et le dernier avis au moins 30 jours avant la réunion. Donc, dans les délais, nous avons actuellement identifié 2 dates. Donc, soit le 10 novembre ou le 24 novembre. Essentiellement, c'est au comité à décider la date et le moment, essentiellement. Donc, est-ce que vous préférez avoir ça durant un comité, une séance de jour de conseil ou de soirée, sachant que le public doit être invité. Donc, ça conclut là, ça conclut la présentation là, à savoir si vous avez des questions. Okay. Merci beaucoup, Mme Lefebvre. Je vois de même M. Kirby. Madame Lefebvre, les terrains agricoles, là, dans quelle année, mettons que ça a été décidé, section-là, c'est agricole? En fait, Monsieur le Président, Monsieur Kirby, c'est lors du premier plan officiel des Comtés unis, donc en 1999. C'est à ce moment-là que les terres agricoles ont été décidées. Principalement, la méthode était basée sur la classification des sols. À chaque révision de plan officiel, il y a eu des révisions mineures à quelques endroits. La dernière révision, le territoire agricole a été beaucoup plus changé, où est-ce que on a eu principalement beaucoup dans Clarence-Rockland. Lorsqu'ils ont fait un agrandissement de Rockland, le secteur de Saint-Pascal a été ajouté, en fait. Là. Le village a été réduit et le territoire a été ajouté majoritairement en agricole. Mettons, là, excuse-moi pour demander ces questions-là. Mettons, là, j'ai du rural, OK? Puis, c'est dans un secteur d'agricole très bon. Mais je veux changer ça, à agricole. Ça serait-tu le temps? Monsieur le Président, Monsieur Kirby, oui, c'est le moment. C'est le seul moment que vous pouvez le faire. Les politiques provinciales ont changé en 2020.
c'est encore plus difficile de changer de l'agricole, sauf lors d'une révision ou lors d'un agrandissement de village. Donc, on regarde ça, ça fait 30 ans que ça n'a pas été regardé dans ma municipalité. Fait que, oui. il y a des places qui c'est rural, ça devrait être agricole. Ça fait que j'aimerais que vous me qu'on raconte puis me mettre un peu à date là-dessus, s'il vous plaît. Oui, si je peux ajouter, M. le Président, M. Kirby, c'est un des commentaires à travers ce qu'on appelle le One Window de la province, où est-ce que le ministère de l'Agriculture nous demande de valider, en fait, ce qui a été identifié comme terre agricole, que c'est toujours bon, et de regarder. Un des commentaires était s'il y a eu du défrichage dans le secteur rural, donc qui était effectivement pour rendre les terres propices à l'agriculture, de regarder, mais de faire l'exercice à base de comtés. Donc, de regarder la totalité des comtés unis au complet. OK. J'aimerais regarder ça. On peut en parler plus tard. Je ne veux pas tout prendre le temps comme c'est là. Si vous me permettez, M. le Président, juste pour ajouter à ce que Mme Lefebvre a dit, on a justement eu une discussion hier avec un représentant du ministère de l'Agriculture de l'Ontario, MAPRA, au sujet de la révision du plan officiel. Puis cet item-là est venu à l'ordre du jour parce que lors des commentaires qui ont fait là, quelques mois lorsqu'on a communiqué avec eux pour avoir une idée de ce qu'ils voudraient avoir comme changement, ça faisait partie de ça. Puis on voulait valider exactement qu'est-ce qu'il en était là, de ce genre de révision-là. Puis c'est justement, comme Mme Lefebvre a dit, on doit faire un survol là, de savoir, OK, y a-t-il des endroits qui devraient changer? Donc, mais ça, M. Kirby, ça s'applique également au changement de. Puis je vous vois venir un petit peu là, du terrain qui est agricole. Toi, tu vas trop vite, OK? On va faire l'agricole, après ça, on va aller à l'autre étape. Tu as raison. Tu sais où je m'en viens. Oui, c'est bon, ben je vais m'arrêter là. Donc, on se comprend qu'il va y avoir des changements. On va définitivement recommander des endroits parce qu'il y a eu beaucoup de déboisements à certains endroits qui sont devenus justement des terres agricoles qui étaient rurales. Donc, il n'y a plus lieu que ça soit rural. On doit reconnaître ça au niveau de l'agricole. Mais tous ces endroits-là vont passer au comité avant d'être envoyés, puis au conseil avant d'être envoyés à la province. Je comprends. C'est juste, je voudrais avoir une rencontre. Vous avez rencontré la municipalité d'Hawkesbury-Est, Mme Lefebvre? Pas pour l'instant, donc, M. le Président, M. Kirby, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a des groupes de travail. Donc, la municipalité d'Hawkesbury-Est fait partie du groupe de travail sur les politiques rurales et agricoles. Donc, ces groupes de travail-là s'en viennent dans les prochaines semaines. Mais une fois qu'on a fait le tour de tous les comités, si les municipalités veulent des rencontres individuelles, on est vraiment disponible pour rencontrer, là, si vous voulez discuter plus en détail des propositions de l'étude démographique, des implications que certaines politiques pourraient avoir dans votre municipalité. On est vraiment disponible pour... J'apprécie ça beaucoup, puis j'aimerais siéger sur ce comité-là, mettons, où on va se rencontrer juste nous autres mêmes, puis on va choisir une date, s'il vous plaît. Puis j'aimerais que M. Provost peut-être assiste à ça. Je vais être là, M. Kirby, je peux vous ça me fait grand plaisir. Ça me fait grand plaisir. Okay. Merci beaucoup, M. Kirby. D'autres questions? M. Sarrazin? Merci, M. Saint-Amour. Question pour peut-être Mme Lefebvre, puisque j'ai plusieurs questions. Là. Je vais commencer par... parce que ça porte à confusion quand on dit qu'on va probablement permettre de changer la date ou on suggère différents scénarios. Là. On parle de garder la date puis donner un lot additionnel ou changer les dates. Mais moi, une de mes questions est, ça, c'est un élément qu'on regarde, mais quand on parle de cibler les endroits avec moins de contraintes, est-ce qu'on va permettre plus dans des endroits justement où, puis là, moi, je vais vous donner un exemple chez nous, là, où est-ce qu'on a un exemple, le chemin La Jeunesse à Alfred, où est-ce qu'on a des maisons à partir de la 17 à aller presque peut-être 2 km. Puis sur un autre côté de la rue, il y a une personne qui appartient à un terrain de 50 acres. Puis, il y a des maisons, toutes une à côté de l'autre. Puis, sur ce 50 acres-là, il y aurait possibilité d'avoir 5-6 maisons, mais à cause de la limite de détachement de terrain,
Mais quand on regarde ça, là, ça ferait juste de l'allure dans notre développement parce qu'on dessert déjà ce chemin-là. C'est déjà un chemin qui est résidentiel, rural. Puis, est-ce que ça va être, ça va faire partie aussi des endroits où est-ce qu'on va juste allouer certains nombres de lots additionnels ou est-ce qu'on va étudier plus à dire, OK, mais ça, c'est un endroit vraiment où ce qu'on croit que ça serait propice au développement en milieu rural? C'est ça une de mes questions, plus ou moins. On va cibler des endroits où est-ce qu'on va favoriser ça? Ou? Monsieur le Président, Monsieur Sarrazin, c'est une bonne question. C'est vrai que ça porte à confusion. Donc, juste pour clarifier, l'exercice, c'est de voir le potentiel. Donc, une fois qu'on a le potentiel de possibilités, c'est là qu'on va regarder. Donc, il y a deux méthodes de détacher des terrains par morcellement ou par plan de lotissement. Donc, la situation que vous m'expliquez, l'outil d'un plan de lotissement serait probablement le meilleur outil. Essentiellement, lorsqu'on crée 4 terrains au plus, c'est un plan de lotissement. C'est sûr que le test est plus élevé, mais à la base, il n'y a pas d'interdiction de créer plus de lots résidentiels. Il y a l'option d'un plan de lotissement. Il y a souvent beaucoup de contraintes au développement. La raison que l'on veut identifier des secteurs qui sont moins contraignants, c'est justement ça de voir, donc on le sait au niveau des contraintes, les boisés d'importance, les proximités au niveau de carrières ou sablières licenciées. Donc, ces endroits-là permettent moins de développement ou même les terres humides d'intérêt provincial. Donc, le but des contraintes, c'est ça, c'est de voir est-ce que nos secteurs de potentiel de développement sont ont beaucoup de contraintes ou il y a d'autres secteurs où est-ce que c'est juste du rural puis il n'y a pas de cours d'eau à proximité, il n'y a pas d'autres étapes que le propriétaire a besoin de faire pour démontrer qu'il peut avoir un morcellement. Donc, quand on pense à certaines études, une étude de boisé d'importance, une étude environnementale parce qu'ils sont près d'un cours d'eau ou d'une terre humide ou tout ça. Donc, ça pour nous, c'est intéressant de voir où sont les secteurs qui sont plus propices, en fait, qui ont pratiquement pas de contraintes, de 1. Et de 2, quelles sont les contraintes qui empêchent le développement de certains secteurs. Donc, ça avait déjà été mentionné au niveau des collecteurs majeurs, au niveau des comtés unis. Donc, cet exercice-là est un exercice intéressant pour les travaux publics, pour regarder l'impact si on change certains collecteurs. Donc, c'est tout au niveau des contraintes, c'est un exercice intéressant à faire. Si on a des secteurs particuliers, comme là, vous me parlez de votre secteur au niveau de la municipalité, mais je pense qu'après qu'on a tout ça, comme j'ai mentionné précédemment, si une rencontre avec la municipalité est nécessaire, on peut regarder ça, les impacts de ces politiques-là dans vos municipalités, dans certains secteurs, et regarder qu'est-ce qui peut être fait. Ce qu'on essaie d'éviter au niveau d'un plan officiel des comtés, c'est d'avoir vraiment des particularités dans chaque municipalité, mais peut-être que c'est pas inévitable pour certaines choses. Donc, c'est vraiment, je pense, l'exercice de regarder l'impact dans votre municipalité, mais comme j'ai mentionné, ce sont des scénarios. L'objectif, c'est un indicateur. C'est de regarder qu'est-ce que ça va nous donner et de là, de vraiment mesurer, de regarder l'impact dans vos municipalités et pour ensuite prendre une décision plus éclairée pour dire, OK, bien, c'est ce que ça nous donne, c'est ce qu'on peut faire, c'est ça les lots potentiels. Dans ce secteur-là, on pensait qu'on pouvait développer, on ne peut pas, pourquoi? C'est vraiment d'aller pointilleusement par la suite pour les municipalités, de regarder c'est quoi l'impact. Et de là, on va partir et regarder qu'est-ce qu'on change pas. Merci beaucoup, Mme Lefebvre, ça explique beaucoup de choses. Puis j'aurais quelques autres petites questions concernant les groupes de travail. Puis quand on parle de groupes de travail, qu'on va avoir des comités avec les membres de la municipalité, est-ce qu'on parle du département d'urbanisme des Comtés-Unis avec le département d'urbanisme de chaque municipalité ou est-ce que les élus vont être impliqués dans ces groupes de travail-là? Comment sont formés ces groupes de travail-là, plus ou moins?
Monsieur le Président, Monsieur Sarrazin, pour l'instant, l'objectif est vraiment opérationnel. Donc, les groupes de travail ont été formés. C'est différents personnels des municipalités locales, oui, principalement des urbanistes des municipalités, mais à base de compter, on a aussi les travaux publics dans un groupe de travail. Nous avons développement économique. On a un lien avec le comité agricole aussi dans le comité agricole. Donc, le but à la base était vraiment opérationnel, de comprendre et de savoir qu'est-ce que les municipalités, parce que les municipalités travaillent avec le plan officiel, donc principalement les urbanistes à l'intérieur des municipalités, et de voir actuellement dans le plan officiel avec quoi c'est difficile ou une politique qui n'est pas claire ou qui est difficilement applicable ou on n'est pas capable de vraiment refléter cette politique-là dans nos règlements de zonage ou de l'appliquer. Donc, c'est vraiment opérationnel. Puis, on discute également des modifications de la déclaration de principe provincial. Donc, pour nous, ce qui va sortir de ces groupes de travail-là, c'est dans le fond ce qu'on va regarder à proposer comme politique. Donc, par la suite, dans le fond, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va changer des choses au niveau des politiques. Le but, c'est d'améliorer, de simplifier. Donc, par la suite, après ces groupes de travail-là, c'est possible de rencontrer les municipalités et là, à ce moment-là, vous déciderez qui vous voulez à l'intérieur de ces rencontres-là. Ce qui va être intéressant de voir aussi également avec les liens avec les municipalités, c'est au niveau des projections démographiques. Donc, la première rencontre, le 25 octobre, c'est une rencontre avec les urbanistes des municipalités. Mais c'est certain qu'à ce niveau-là, il va peut-être avoir des questionnements qui vont être nécessaires de vos équipes techniques, donc ça, vos ingénieurs au niveau des municipalités. Donc, il va y avoir des suivis. Mais nous, comme j'ai mentionné, si vous voulez, on peut faire des rencontres avec le groupe que vous voudrez à l'intérieur de vos municipalités pour discuter de ça. Mais c'est que là, on est vraiment à la base opérationnelle et de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et on pourra proposer des choses. Bien, merci. Puis le point que je voulais emmener là-dessus, c'est que souvent, les élus représentent les citoyens, puis les citoyens et les élus ont peut-être une différente vision des comités d'urbanisme. Puis en fin de ligne, c'est un peu les élus qui votent sur adopter le plan officiel. Fait que je trouverais ça dommage de ne pas faire partie de ces discussions-là pour qu'en fin de ligne, on arrive à quelque chose qu'on a travaillé dessus puis que les élus soient pas vraiment, que ça représente pas vraiment qu'est-ce qu'ils veulent. Puis moi, je dis toujours, puis je dis que l'urbaniste chez nous, il a été élu par 7 personnes, le membre du conseil, puis tandis que nous, on a été élus par des milliers de personnes, puis je pense qu'on est là pour représenter l'intérêt des gens, fait que ça serait important d'être assez à ce table-là pour discuter de ça. C'est mon commentaire. J'avais une autre question concernant, je regardais, là, vous avez parlé qu'en 1989, il y a eu le premier plan officiel des Comtés-Unis où il y a eu la classification des sols. C'est là qu'on a plus ou moins déterminé les secteurs agricoles, tout ça. Mais est-ce qu'à ce moment-là, les politiques provinciales, est-ce que ça, c'était tout basé sur des politiques provinciales? Parce que ça semble dire qu'en 2020, c'est là qu'on est arrivé avec des politiques provinciales qui étaient peut-être plus complexes. Moi, je me demandais du début, nous, on a été comme moi en tant que maire. Ça fait 3 ans que je suis là, puis j'ai tout le temps eu comme pressentiment que de protéger les terres agricoles, puis de ne pas développer. Puis là, je regarde, là, je vais donner une couple d'exemples. Dans la région de M. Kirby, où il y a des terres agricoles sur le bord de la rivière Outaouais, où ça pourrait être transformé en terrain pour des maisons résidentielles qui auraient des évaluations de 700 000 800 000, qui généreraient des belles taxes. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va à l'encontre du Ontario Planning Act ou est-ce qu'on sert à dire que ça va à l'encontre, mais c'est vraiment nous qui a la décision finale avec le plan officiel des Comtés-Unis? Monsieur le Président, Monsieur Sarrazin, c'est très complexe, les terres agricoles et les politiques provinciales. Donc, je ne sais pas si j'ai mal dit, c'était 1999, donc le premier plan officiel des Comtés-Unis. À ce moment-là, les politiques étaient différentes au niveau provincial et elles ont changé au fil des années.
en fait, il y a deux méthodes que vous pouvez identifier les terres agricoles. C'est la méthode traditionnelle que les comtés ont utilisée selon la classification des sols, selon l'utilisation actuelle au moment où l'exercice a été fait, et un LEAR, qui est un exercice beaucoup plus complexe et qui prend beaucoup plus de temps. Mais au niveau du ministère, hier, ce qu'on nous a confirmé, c'est qu'au niveau des comtés, nous n'avons pas l'obligation de compléter cet exercice-là. Donc, c'est un processus qui est public et habituellement, ça va identifier plus de terres agricoles que souvent ce qu'on entend là, de la méthode traditionnelle. Mais comme on a mentionné tantôt, oui, c'est un exercice qui va être fait et de regarder. L'important, c'est de pouvoir le justifier. Donc, la décision revient aux Comtés unis, mais il faut se rappeler que l'approbation provient du ministère des Affaires municipales et du Logement. Donc, le ministère de l'Agriculture est impliqué dans les commentaires lorsque l'on fait des modifications. Ils ont une procédure, ils ont des lignes directrices à utiliser, donc certaines grandeurs, certaines superficies. Donc, c'est ce que nous allons reconfirmer avec eux au niveau de l'exercice. Donc, ultimement, oui, la décision revient au niveau des Comtés unis, sauf que l'approbation finale, c'est la province. Donc, c'est eux qui ont le dernier mot. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est de pouvoir justifier la modification. Puis au fil des dernières années, donc depuis la modification de la nouvelle déclaration de principe provincial de 2014, on a vu apparaître beaucoup plus de permissions au niveau de certains types d'activités commerciales et industrielles en milieu agricole. Donc, un des objectifs était de permettre aux agriculteurs de diversifier leurs usages économiques, leur base économique. Donc, au niveau de la diversification des activités, c'est beaucoup plus grand. Et de permettre de l'industriel aussi lié à l'agriculture. Donc, oui, c'est un bon commentaire. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont moins propices? C'est la base de l'exercice, là, à proximité d'un cours d'eau ou autre. Ce sont des arguments pertinents à regarder, effectivement. Ben, si vous me permettez, juste pour ajouter à Mme Lefebvre, M. Sarrazin, si vous me le permettez, c'est que la protection des terres agricoles, c'est un enjeu provincial également. Donc, c'est dicté par la province. Puis oui, on l'a essayé dans le passé de faire changer des choses. Ça a été difficile parce que justement, c'est un enjeu provincial. Donc, M. Kirby en est témoin, on a essayé à quelques reprises. On peut essayer d'en changer des endroits, mais je peux vous le dire, il faut le justifier. De façon assez évidente. Puis également, c'est pas un exercice qui est facile. En bout de ligne, on n'a pas beaucoup gain de cause à ces choses-là. OK, merci. C'est tout, M. Sarrazin? Ben, écoute, j'imagine qu'on va discuter là, de la réunion spéciale publique et si on la met en soirée ou en journée, peut-être qu'en soirée, il y aurait plus de monde qui aurait l'occasion de participer, mais en même temps, je pense que vous avez déjà eu l'expérience d'avoir des consultations publiques pour le plan officiel. Est-ce que c'est quelque chose qui est favorable de mettre en soirée ou pas vraiment? Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui se sont manifestés à la dernière fois qu'on avait eu des consultations publiques pour le plan officiel? Ouais, M. Prévost peut répondre ça. Je pense qu'en soirée, c'est probablement préférable parce que la plupart des gens travaillent, puis ça offre une plus grande flexibilité. Puis, tu sais, on ne sait pas, rendu au mois de novembre, si on va pouvoir avoir des réunions en présentiel ou ça va être virtuel comme on a présentement. Peut-être qu'on peut rejoindre un plus grand nombre de personnes si c'est la façon qu'on le fait présentement ce matin. On l'a vu, si c'est accessible à tout le monde, si on fait une réunion publique, ça va être à l'Orignal. Donc, peut-être plus difficile. Peut-être qu'on peut avoir une méthode hybride. Je ne le sais pas, mais définitivement, on recommande en soirée. Puis ça, cette réunion-là, c'est pour débuter le processus. Il va y en avoir d'autres réunions plus tard, là, lorsque les politiques vont être, il va y avoir une ébauche. Donc, les gens vont pouvoir se prononcer également. Là, cette réunion-là, on va élaborer sur ce qu'on prévoit, qu'on va modifier. Puis les gens, peut-être, qui peuvent nous arriver avec d'autres choses comme qui souhaiteraient avoir de modifier également, mais nous, on recommande que ça soit en soirée définitivement. OK, merci. Oui, M. Kirby? Merci. Ces réunions-là vont être individuelles comme pour chaque municipalité ou vous voulez rencontrer dans un groupe? Non, cette réunion-là va avoir... Ensemble ou chaque municipalité?
La réunion statutaire qui est présentée dans le rapport, c'est une réunion, ça va avoir lieu ici au Comté-Uni. Mais les autres réunions que Mme Lefebvre a parlé, ça va être des rencontres individuelles avec les municipalités. OK, ça, je comprends. Mais on n'a pas moyen de rencontrer, comme dans chaque municipalité, que les membres de la communauté peuvent participer? Je veux dire, écoutez, en bout de ligne, c'est la décision du conseil, mais c'est lourd comme processus. On va avoir de l'information sur le site web qui va être disponible. Moi, c'est pas quelque chose que je recommanderais, là, mais écoutez, c'est la décision du comité. Ça pourrait possiblement prolonger le processus également. Donc, c'était pas prévu, M. Kirby, mais écoutez, on va suivre les directives du conseil. Puis, comme Mme Lefebvre a mentionné, on a un représentant de chaque municipalité qui travaille là, présentement dans les groupes de travail. Donc, ces gens-là peuvent faire un rapport à votre municipalité pour voir qu'est-ce qu'ils souhaiteraient changer. Ça fait écho un peu à ce que M. Sarrazin a mentionné. L'exercice qu'on fait, là, excusez l'expression, c'est pas mal dry. C'est au niveau des politiques. Puis, on regarde ce qui fonctionne moins bien. Là. Je sais bien que vous pourriez avoir des idées de changer des choses de façon draconienne. Là. Je peux utiliser l'expression, mais on est pris quand même dans un carcan là, au niveau de ce qu'on peut respecter, ce qu'on peut insérer ou pas. Là. Okay. Oui, je veux juste faire un commentaire là-dessus. Parce que c'est un exercice des Comtés-Unis. Si on commence à aller à chaque municipalité, où ce que la municipalité locale, ils ont eu leur chance de faire leurs commentaires, parce que je sais au commencement de l'exercice, tout le monde le dit, on aimerait ça que ça soit fini avant 2022. Parce que si on change la méthode, ça va reculer pas mal. Et puis, je crois que pendant, c'est quand on fait les annonces de réunions publiques, le monde, ils ont différentes manières de faire des commentaires et puis de faire des soumissions au groupe d'urbanistes des Comtés-Unis. Correct, ça, M. Prévost? Oui. Okay. Si on commence à aller individuel, là, on va aller dans 2023, 2024. Ça ne m'intéresse pas de voir ça. Parce que notre but, là, Monsieur le Président, membre du Conseil, c'est depuis le début, c'est d'avoir un plan adopté par le Conseil puis approuvé par la province avant les élections provinciales. C'est notre but, ça. Sinon, ça va traîner en longueur. S'il y a un changement de gouvernement, ça peut tout changer également. Donc, le but, c'était de le faire le plus rapidement possible. On est sur la bonne voie, ça va bien, mais encore là, c'est votre plan officiel, c'est vous qui décidez. Là. Si vous voulez qu'on change, ouais, c'est correct. Mais je vais demander au comité, du commencement de cet exercice-là, il y avait eu pas mal un bon consensus qu'on voulait terminer en 2022. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça encore? Oui? Oui, non? Oui. Ouais, OK. All right. OK. Good. Oui, M. Riopel. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse sur le côté agrégat. Chez nous, dans Champlain, on a beaucoup de secteurs qui sont identifiés comme agrégats. Puis quand on essaie de faire des modifications, il faut toujours amener un changement de zonage parce qu'il y a une désignation agrégat. Est-ce que dans l'étude, ça va être revisé? Monsieur le Président, M. Riopel, oui, en fait, la municipalité de Champlain, c'est le meilleur exemple pour nous pour tester cette politique-là au plan officiel. Donc, vous êtes la municipalité qui a inclus cette politique-là lors de sa dernière révision de son règlement de zonage. Puis, on peut vraiment mesurer l'impact sur... donc, il faut se rappeler que ces politiques-là, en partie, avaient été imposées dans la décision du ministère, la protection des agrégats. Donc, c'est un intérêt provincial. Et les libellés qui avaient été ajoutés sont difficilement applicables. Donc, c'est un grand défi pour les municipalités. Donc, oui, effectivement, c'est quelque chose que nous regardons. Probablement plutôt un changement au niveau du texte des politiques et non pas de l'identification.
parce que c'est ce qui cause le problème, c'est les restrictions imposées dans les politiques ou les étapes supplémentaires à compléter pour démontrer que oui, on peut détacher, oui, on peut avoir tel type d'usage. Donc oui, c'est un enjeu important dans ce chapitre-là, effectivement. OK. Donc, c'est la littérature qui va changer, probablement non la désignation. Exact, oui. On comprend. Merci beaucoup. Merci. Madame Lefebvre, Monsieur Prévost, en parlant des protections des agrégats, dans le plan officiel, je sais qu'on parle de overburden, c'est de la terre au-dessus du roc. Il y a un certain montant, il y a un chiffre quelque part. Si tu as juste 2 mètres de terre, c'est protégé. Si tu en as plus, c'est plus protégé. Est-ce que dans le plan officiel, ça va être debatable ou baron la PPP, ils disent non, c'est quand tu as tant de terre par-dessus, c'est plus protégé après l'autre cas. Est-ce que ça va être en discussion, cet item-là, de overburden? Monsieur le Président, membre du comité, non, ça ne fait pas partie vraiment de notre analyse parce que ça fait partie de l'étude sur les agrégats. L'étude exhaustive qui a été faite, il y a eu des ressources primaires. Je peux juste traduire ce que vous dites avec l'overburden, Monsieur Saint-Amour, les secteurs primaires de ressources d'agrégats, c'est justement ceux que l'overburden, la terre par-dessus la ressource, n'est pas très minime. Mettons, c'est 1 mètre ou quelques pieds, whatever. Puis après ça, tu as les ressources secondaires puis les ressources tertiaires. Donc, quand on avait fait l'exercice initial, on avait enlevé beaucoup de ces ressources-là qui avaient justement d'overburden un petit peu trop épais. Puis, on s'est fait dire carrément, on s'est fait imposer d'en rajouter. Justement. Donc, l'exercice a été fait de façon exhaustive dans le passé, lors de la dernière révision avec l'étude. Puis, mais ce n'est pas une science pure dans le sens qu'on n'a pas été vérifié. Je sais que M. Kirby a souvent fait ce commentaire-là. On n'a pas été vérifié chaque ressource. Là. Ça a été fait à base de littérature, mais c'est quand même pas mal juste la littérature qui existe à ce niveau-là où le montant de terre par-dessus une ressource est quand même... À des endroits, ça peut jouer, là, mais en règle générale, c'est pas mal ce qu'il y en est parce qu'on le voit aussi dans les demandes de permis pour des nouvelles carrières, des choses comme ça. Les ressources secondaires et tertiaires, c'est eux autres qui vont arriver en dernier. Les ressources primaires, c'est eux autres qui vont être exploitées en premier parce que ça coûte moins cher. Mais à long terme, ces ressources-là vont s'épuiser. Puis c'est pour ça que c'est important de garder quand même une certaine protection pour les autres ressources pour le futur. Nous autres, on ne verra pas ça, là. Dans le sens, ça ne sera pas selon notre... ça va être à long terme, mais il faut quand même assurer une protection parce que si on n'a pas de protection de ces sources-là, ben, ils vont être perdus à jamais, puis on ne pourra jamais les exploiter pour la construction de nos nombreuses infrastructures. Donc, si vous voulez qu'on regarde ça, M. Saint-Amour, encore là, ça va prendre plus de ressources, puis ça peut être un exercice qui est complexe par rapport à ça. Mais s'il y a des endroits que vous connaissez qui sont très spécifiques, que les gens ont fait des tests, mais là, on a des arguments, puis on a de dire, OK, bien là, on a une justification pour l'enlever comme tel, la retirer ou l'identifier d'une différente façon. Oui, parce qu'on parle dans le bout de Saint-Isidore, vous connaissez le dossier, là, on a eu des discussions. C'est les chiffres exacts, on ne connaît pas c'est quoi, c'est-tu 10 mètres d'overburden, on 5 mètres. Après ça, mais c'est tout le temps au propriétaire de justifier, de faire l'analyse. Après ça engendre des coûts pour les propriétaires. Puis des fois, ils aiment le résultat, ils n'aiment pas le résultat. C'est parce que souvent, des places, vous dites, ils ont fait des bons guesstimates, puis vous dites, ils sont assez proches. Mais ce n'est pas une science exacte tout le temps aussi. Vous avez raison. Okay. All right. As-tu d'autres questions là-dessus? Non. Ben, merci beaucoup, Mme Lefebvre. Très informatif. OK. Prochain sujet, c'est de 6 mois. Attendez, M. Saint-Amour, on doit décider d'une date. Est-ce que vous préférez le 10 ou le 24 novembre? Puis est-ce que vous préférez que ça soit devant le comité ou le conseil? Moi je recommande que ça soit devant le conseil comme tel, pour que tous les membres soient au courant puis assistent à ça. Même si le comité, c'est lui qui
qu'on informe à tous les mois, mais je pense que c'est important. Ultimement, c'est le conseil qui va adopter le plan officiel. Donc, nous, on recommande que ça soit devant le conseil, puis que ça soit en soirée. Donc, vous devez décider si vous voulez l'avoir le 10 ou le 24 novembre là, pour la réunion, parce que c'est important pour nous de le savoir le plus rapidement possible, parce qu'il faut qu'on, avec nos publications, là, on ne peut pas juste faire un avis public, il faut en faire quelques-uns là, selon la réglementation. Merci, monsieur. Commentaire, membre? Oui, monsieur Kirby. Oui, vous parlez le 10 de Le 10 novembre. ou le 24 novembre, oui. Okay. Pour le sujet, je n'ai pas mon calendrier en avant de moi. Et ça, c'est des quelles journées? C'est des mercredis, monsieur Kirby. Okay. C'est les mêmes dates que les réunions du plénier puis du conseil. OK, c'est beau, merci. Okay. Monsieur Riopel? Moi, je choisirais le 24 en espérant que la consigne soit enlevée pour qu'on ait le plus de public possible si jamais c'était le cas. Sinon, ben, on restera sur vidéoconférence ou... mais je pense que le 24, ça va nous amener à peut-être à lever toutes ces lois-là qu'on a sans être capable de se rencontrer en personne. Fait qu'en espérant que ça soit retiré. Moi, je dirais le 24. OK, merci. Monsieur Sarrazin? Mais je ne suis pas sûr, là, est-ce que j'ai compris que ça va être à 9 h le matin en même temps que la réunion de conseil ou ça va être le soir? Ben, nous, on recommande en soirée, M. Sarrazin, mais vous pouvez décider de l'avoir le matin également. C'est laissé à la discrétion du comité là, pour ça. Okay. J'ai pas de problème, je voulais juste faire sûr que tout le monde comprenait, là, parce qu'on aurait la réunion du conseil quand même à 9 h le matin, puis on aurait une réunion en soirée spécialement pour ça, consultation publique, c'est ça? Oui. Si je ne me trompe pas, Mme Lefebvre peut me corriger, là, puis j'aimerais avoir la réponse de ça, mais la dernière fois qu'on avait fait cette réunion-là, ça avait été en fin de matinée, au début d'après-midi, je ne me trompe pas, hein? Oui. Lorsqu'on a fait la dernière révision. Hein? J'étais là, et puis c'était pendant le jour, et puis après une réunion régulière, on a fermé, après ça, on a réouvert une réunion publique. Oui. Donc, c'était en plein jour. Il y avait quelques personnes qui étaient présentes. Généralement, ça ne génère pas beaucoup d'attention, pour être honnête avec vous, cette réunion-là, parce qu'on ne présente pas vraiment grand-chose, pas grand-chose, dans le sens qu'on ne présente pas des nouvelles politiques, on vous présente ce qui va être modifié comme tel, là, en grosso modo. C'est vraiment les réunions publiques où on présente l'ébauche du plan avant qu'il soit approuvé, que là, ça génère beaucoup plus d'attention du public comme tel. Là, cette réunion-là, c'est pour débuter le processus de façon formelle. Donc, vous pouvez l'avoir en soirée ou vous pouvez l'avoir en après-midi. C'est laissé à vous. Oui. Monsieur Riopel? À cette réunion-là, les gens vont recevoir la même information que nous autres. Donc, ils vont avoir le droit à leurs commentaires plus tard. Donc, tout est disponible, tout est accessible. Donc, je suggérais qu'on fasse la même affaire que les comtés avaient fait la dernière fois. C'est de faire notre réunion le matin, puis en après-midi, ou tout de suite après, vers, je ne sais pas quelle heure qu'on l'avait commencé, qu'on l'avait commencé, mais le faire en après-midi, au lieu de s'en aller en soirée, là. C'est de l'information. Pas personne va pouvoir faire le commentaire cette journée-là parce que c'est une présentation. Exact. Mais OK. Moi, tout, je suis d'accord qu'on commence dans l'après-midi à 3 h, puis si quelqu'un qui veut faire, mais il y a des restrictions, on peut aller un petit peu plus loin, comme 4h30, 5h, 6h, s'il y en a. Après ça, ça serait bon qu'ils démontrent leurs intentions de parler avec le comité. Mais c'est quand le monde, c'est quand on va avoir nos réunions publiques, le plan officiel, il va être pas mal élaboré par ce temps-là. C'est là qu'ils vont pouvoir faire leurs commentaires. Ils vont avoir eu la chance de le voir avant de la réunion publique. Right? OK. OK. D'abord, planifions pour le 24, puis commençons à 2 h, 3 h, quelque chose comme ça. Là. Qu'est-ce que vous en pensez? OK. C'était-tu le cas dans ce temps-là? Dans la dernière fois que vous l'avez fait, ça Oui. midi, je crois que c'était un petit peu plus tôt que ça, monsieur. C'était tout de suite après le dîner, là. C'est probablement à 1 h, là, parce que nous, c'est important qu'on doit indiquer à 1 h sur les avis publics. Donc, on ne peut pas juste le commencer, exemple, après la réunion la réunion régulière du conseil, parce qu'on ne sait jamais à quelle heure ça va finir. Donc, c'est important qu'on ait une heure fixe, là.
Ah ouais. On parle peut-être de 1 heure à an. Right? Ben, moi, 1 heure, 1 heure et demie, là, je serais confortable avec ça. Là. Okay. Puis vous savez, on peut regarder peut-être à voir si c'est en présentiel comme tel, d'avoir une solution hybride, avoir un écran. Là, je parle peut-être à travers mon chapeau. Je n'ai pas parlé au département d'informatique ici, puis à M. Parisien, à savoir, tu sais, les gens, est-ce qu'ils peuvent participer également par virtuellement, même si le conseil est en présentiel comme tel. Là, donc, M. Parisien, peut-être qu'un commentaire par rapport à ça. Oui, oui, Monsieur le Président, Monsieur Prévost, ça, c'est notre solution hybride. On est à la travailler, mais on n'est pas encore là. OK. Merci beaucoup. OK. D'abord, c'est le 24 et puis on se voit là. Un petit peu de fine-tuning, mais ça va être définitivement cette date-là. Comme ça, Mme Lefebvre, M. Prévost, vous avez une date, va être prêt. Oui. OK. Mais là, on a 1 heure confirmée, là? C'est 1 heure, 1 heure et demie? C'est quoi l'heure? On va viser pour 13 heures. Est-ce que c'est correct avec vous? OK. C'est bon. Oui. C'est bon. OK. Bon, là, c'est tout pour l'agenda ouvert. Là, on va revenir, monsieur. On va aller à huis clos, puis on va revenir pour clôturer la réunion. C'est ça. OK. Le huis clos de lequel? Urbanisme. Urbanisme, OK.
OK. Olivier, il est là. Il manque M. Kirby et M. Sarrazin. Oui, c'est exact. C'est strictement pour fermer la réunion, M. Saint-Amour. OK, on va le faire. OK. Mais là, Stéphane a dit qu'il n'était pas l'étendard 2 minutes. Là. On n'attend pas si on a M. Kirby, on va avoir quorum. Ouais, OK. C'est qui? Ça me prend quelqu'un proposer M. Riopel et le prochain qui embarque, c'est lui qui va appuyer. Oui, d'habitude, M. Sarrazin. Ça ne sera pas long, j'ai appelé les gens, ils s'avaient connecté sur l'autre rencontre là, un peu trop rapidement. On a le thème numéro 7. Next meeting, c'est quand? 8 octobre? C'est le 8 octobre. OK. OK, non, M. Parisien qui est là. OK. T'es sur mute, Stéphane. J'ai dit, M. Sarrazin s'en vient. OK. Il s'est branché à huis clos, ça se peut-tu? Oui, il est parti à huis clos, là, lui. Là. OK, on a Robert. OK, Robert Kirby qui seconde la proposition. Elle est fermée à 9h03. Merci beaucoup. On se voit à la prochaine réunion. Merci. Merci. Bye tout le monde. Là, pour nous panier. OK.